Ce film-là qui joue derrière le mur est un témoignage des années 75. C'était fait en 75. Et voilà, Christiane, une de nos collaboratrices, qui est écrivaine ici, qui a fait le cinéma orphelin. Et on est ensemble depuis belle lurette, disons. Je vais vous dire depuis quand. Entre autres choses, moi je suis ravie d'être ici, de cette rencontre-passion, comme on disait, dans les années 70. Je suis ravie aussi de l'événement. Puis je veux tout simplement souligner que j'ai eu l'insigne honneur de présenter pour la première fois à l'Université Concordia la couleur encerclée en janvier 1977, où j'enseignais au département de cinéma, histoire du cinéma québécois. Et puis, bien, la contre-culture, pour moi, C'était notre première rencontre. Ça a été pour moi Christiane et moi, une révélation. C'est ça, j'avais invité Jean en 77 à Concordia. Et puis, quelques années, non, on est restés ensemble. Et voilà, ça fait comme un Satori. En tout cas, elle est photographe, écrivaine, elle-même aussi un très beau sujet de film, mais le film est toujours sur les tablettes parce que c'est du cinéma indépendant, c'est très long à faire, c'est très long à fabriquer. Certains de mes films ont pris 25 ans, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer le prochain. Mais je suis toujours en travail. Là, je travaille quelque chose sur Maupassant, à partir du jour-là de Guy de Maupassant. Ça fait 15 ans que j'y travaille. Un jour, ça va être un film. Ma fille est la directrice de la revue Dress to Kill. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue-là. C'est une revue qui publiait et français et anglais, mais maintenant, on ne publie qu'en anglais. Mais elle est la directrice et la fondatrice de la revue qui, aujourd'hui, continue de se produire. Elle a 6 ans d'existence, cette revue-là. Et puis, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était les enfants de la balle, comme on dit. Mais on a eu 5 enfants à 2. Puis aujourd'hui, ben, ils sont un peu comme les parents étaient, c'est-à-dire un peu délinquants, un peu très rapides dans leur siècle. Ce sont des comètes. On ne pourra jamais savoir exactement qui ils étaient, ces enfants-là, qu'on a fait. Et puis voilà, l'histoire de Conventum, c'est une histoire extraordinaire, mais qui n'a jamais été racontée. Christiane, pas de document. Non, Christiane, elle a abordé dans un de ses livres qui s'appelle « Les carnets rouges d'une scripteuse ». Elle était la première à parler de la problématique. C'est un lieu qui a été fermé par des volontés politiques, des volontés de ne pas encourager ces espèces de gens fiers, nobles. Comme disait Gaston Miron, le peu de temps qu'il nous reste d'être fiers. Et Gaston Miron aussi, c'était pour moi une influence de jeunesse. Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Et voilà, c'était pour moi un maître. C'est une aventure qu'on raconte dans ce film, La couleur encerclée, la fermeture d'un lieu important. Et c'est sûr que dans les schémas des universités et tout, tous les appareillages qu'il y a ici de communication et de prise du pouvoir, parce que c'est le pouvoir, la parole. C'est ce qu'on nous enlève, la parole, les occasions de se rencontrer, de partager ces expériences-là. Donc, que ce soit par un livre, moi je dis un film comme on entend de l'autre bord du mur, pour moi c'est une racine. Hein? Et une racine, hein, ben, plus c'est vieux, ben, plus c'est fort. Tu sais? Mais ça n'arrête jamais parce que les images traversent comme une image la terre et la racine qui est le film ou qui est la rencontre ou qui est l'événement que Roméo a organisé. D'ailleurs, je tiens beaucoup à féliciter cette initiative qui remonte très loin dans la charrue du temps. Regardez, on se serait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ça. D'ailleurs, et puis, pour continuer la rencontre, en fait, l'idée, c'est quand même qu'on ait une discussion tous ensemble. Oui, c'est ça. Donc, sur ça, je me tais, comme dirait Gilbert Langer. Oui. Dans le sens d'être responsable, je vais devoir quitter cette rencontre probablement vers 14h. Donc, si je dois me décider, c'est pas par rapport à la Oui, d'ailleurs, peut-être, quelle heure présentement? Parce qu'on s'était dit ça finit ça à 1h10. OK, fait on pourrait faire peut-être un check-in à 2 heures. Ouais. Où est-ce qu'on en est? Fait qu'on aurait un bon 50 minutes à discuter tous ensemble, puis après ça, on verra comment on peut continuer. Donc, il y a plusieurs choses qui sont sorties juste dans ce premier tour de parole. Mais je pense qu'une des questions qui nous intéressait, justement, tel que mentionné au départ, c'était cette question de l'engagement puis de l'art. Il y en a qui sont, comme toi, tu mentionnais que tu es venu plus du milieu de l'art
même, et pour venir à t'engager, d'autres gens mentionnaient qu'ils sont venus plus du milieu de l'engagement pour arriver à des pratiques artistiques. On parle du milieu institutionnel, mais Rachel parlait aussi du milieu communautaire, qui est quelque chose de complètement différent aussi. Tu sais, je pense que moi, je suis une travailleuse communautaire. Fait que c'est aussi tous des lieux parce que des fois, j'ai l'impression aussi quand on parle d'art, pour moi, c'est pas toujours clair si on parle de la même chose. Puis je me demande pourquoi, en fait, il y a d'autres gens qui ont l'impression, en fait, de se retrouver face à cette problématique-là, tu sais, d'être comme... De quoi on parle quand on parle d'art? En tout cas, pour ma part, la façon que je perçois l'art, en tout cas, c'est certainement pas un objet décoratif. Donc, pour moi, c'est très important. Pour moi, l'art, c'est pas quelque chose de passif non plus. C'est un espace entièrement libre. Moi, j'ai travaillé longtemps comme graphiste aussi. Puis pour moi, c'est pas vraiment de l'art. Tu sais, je veux dire, c'est un moyen ça peut être intéressant parce qu'il y a un peu de créativité en design graphique, tout ça, mais je veux dire, il y en a qui le font mieux que d'autres aussi, ou en tout cas, peu importe là. Mais pour moi, l'art, ça reste un espace entièrement libre et c'est important que je sois, justement, que j'ai aucune restriction du moment où je vais me sentir coincé dans un espace. Là, je vais vraiment remettre en question l'art, en fait. Qu'est-ce que je fais dans cette... En fait, l'art, c'est tout et c'est rien à la fois. Je veux dire, il y a des institutions qui essaient de gérer l'art, alors que l'art est complètement libre en réalité. T'sais, l'art, c'est quelque chose qui est pas palpable, c'est des idées, je veux dire, on essaie de gérer l'art, en fait, puis les institutions essaient de gérer l'art et essaient de mettre un chiffre à l'art, et essaient aussi de le rendre palpable pour qu'il soit mieux vendable. Donc, c'est ça, pour moi, c'est quelque chose de... C'est au niveau des idées, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de libre, et c'est quelque chose de très, très important pour moi. C'est ça. Donc, puis aussi, je tiens à dire que ma réalité en tant qu'artiste transsexuel fait en sorte que, pour moi, c'est indispensable que je puisse avoir un espace d'expression. Donc, pour moi, c'est un besoin indispensable de créer, c'est ça, qu'il y ait un processus de création dans ma vie, un espace libre d'expression. Puis, ce qui m'influence à ça souvent, c'est le côté... ce qui fait le lien politique, en fait, c'est juste que je suis une personne militante à la base, puis forcément, de toute façon, je questionne constamment l'environnement, ce qui se passe autour de moi, peu importe que je sois au Japon, que je sois, ça serait la même dynamique. Je suis critique par rapport à ce qui est autour de moi. Donc, forcément, j'ai besoin d'exprimer des choses. Et j'ai ma réalité trans en plus qui rentre en ligne de compte là-dedans. Donc, c'est un doublon qui est quelque chose qui s'ajoute encore plus complexifié d'une certaine façon. Donc, c'est ça. Je prends les tours de parole. Pour le moment, il y a Rachel qui voulait. Moi aussi, je me suis beaucoup posé la même question que toi, Pascal. Puis, une sorte de comparaison, de métaphore que je me suis faite, c'est avec la cuisine. C'est-à-dire que, pour moi, l'art, c'est avant tout, si on parle, moi, j'entends l'art en tant que création, expression. C'est un comportement humain. Il y en a qui le font pour le plaisir, il y en a qui le font par besoin, il y en a qui le font pour gagner leur vie, il y en a qui le font professionnellement, il y en a qui le font non professionnellement, de façon très amateur, il y en a qui expérimentent, il y en a qui suivent des recettes. Je me suis vraiment fait ce parallèle-là, puis je trouve qu'il marche sur beaucoup de points. C'est-à-dire qu'on peut
être un artiste professionnel ou un cuisinier professionnel, on peut juste le faire à la maison parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, ça nous fait vivre. Puis c'est pas un s'oppose pas à l'autre, ça peut tout coexister. Je pense que l'art, c'est tout ça. Puis avant tout, je le vois comme un comportement humain, une expression de la vie, une expression du soi. Donc l'art engagé, c'est un peu comme la cuisine engagée. Il n'y a pas l'art engagé. C'est comme le people's potato. Ben, ça, c'est une manière d'interpréter ça. Mais donc, il n'y a pas une classe spéciale. Pour l'art engagé. Ouais, où il y a comme des ressources, puis des espaces comme ça. Ben, ça peut, je ne sais pas. Tu sais, comme, je pense que même si on reste avec le parallèle de la cuisine, tu peux cuisiner vegan par conviction politique, par exemple. Tu peux faire du dumpster par conviction politique. Tu peux, tu sais, je pense que, c'est ça, je ne veux pas comme qu'on s'éternise dans, tu sais, je peux écrire une théorie là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très personnel, quelque chose qui m'aide moi à comprendre ma réalité. Mais je pense que comme tu peux t'alimenter selon tes convictions politiques, tu peux aussi créer selon tes convictions politiques. C'est aussi une façon d'entrer en relation avec les gens. Là, je veux dire, très souvent dans les contextes sociaux, il y a de la nourriture, on partage de la nourriture, c'est quelque chose de très ancré dans nos traditions. Puis je pense que dans l'art aussi, si on recule dans l'histoire de la vie humaine, l'art a été présent dans les temps de cérémonie, des temps de transition, des choses comme ça. Puis l'art engagé, c'est un peu ça aussi. C'est un peu de l'art qui est fait dans des moments de transition, de tension. Dans le fond, il faut savoir à qui on veut s'adresser lorsqu'on produit. Hein? Parce que si on fait de l'art communautaire, on s'adresse au milieu communautaire. Si on veut s'adresser au côté institutionnel, tu fais ça dans une galerie d'art, etc. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Après ça, la forme, on la détermine en fonction du message qu'on veut porter. Dans le fond, c'est le public cible. Le public institutionnel, c'est un public particulier, le public communautaire aussi. Donc, on adapte nos outils, notre façon d'intervenir en fonction du public potentiel. C'est drôle que la métaphore ressort. Parce que dans le fond, l'art engagé, par la métaphore, on n'est plus dans une certaine époque, l'art engagé, c'était pas une métaphore, c'était vraiment des formes, des représentations politiquement facilement interprétables. Aujourd'hui, on est sur la métaphore. Moi, j'ai un projet, c'est un mutant qu'on travaille là-dessus, sur les mutants. Donc, on propose que la société est en mutation, donc on fait des mutants, des hippopotames bleus, on fait des colloques, des mutants d'Amérique. On est toujours dans une métaphore de l'art. Okay. Sur le tour de parole, il y a moi, Kobe, puis Yana, puis Faiz, puis Eve. En fait, c'est ça, je pense qu'on pourra jongler avec tout ça, mais pour moi, c'est tellement clair qu'il y a des trucs justement qui ont changé, pas seulement dans l'art engagé, mais dans l'engagement politique. T'sais. Comme moi, ma tante, c'est une vieille lesbienne radicale qui a participé à la création d'une revue qui s'appelait Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. Ils ont fait un film qui a circulé un peu partout en Amérique. C'est une personne qui est très importante dans ma vie. Puis, c'est comme depuis 2 ans d'ailleurs avec Kobe, on travaille sur un projet ensemble sur le bien-être collectif. Puis elle travaille toute sa vie au niveau du droit des femmes dans les conflits armés, un peu partout dans le monde. Puis de plus en plus, justement, elle s'intéresse aux pratiques artistiques, mais un peu aussi dans l'idée d'un truc qui, moi, me rejoint beaucoup, que j'ai l'impression que les changements puis les transformations sociales arrivent avec des transformations culturelles, t'sais. Comme on peut donner les mêmes droits à des gens, mais si le monde se parle de façon pas d'allure quand ils se voient, ça change rien. T'sais. Même si légalement on a les mêmes droits, si on n'est pas capable de se rencontrer puis de s'accueillir mutuellement dans un truc d'humain, ça n'a pas vraiment le même potentiel de transformation. T'sais. Mais donc avec elle, puis beaucoup dans des... C'est dommage qu'elles ne sont pas là aujourd'hui. Mais beaucoup dans les discussions, tu sais, et en observant aussi, j'ai juste l'impression que comme l'engagement social a énormément changé depuis les années 60-70, où est-ce que, je sais pas, il y avait des gros mouvements de masse, tandis que présentement, je trouve que
les réseaux sont beaucoup plus organisés comme des constellations. Mais c'est beau, les constellations, tu sais, ça a comme vraiment d'autres forces. Mais des fois, je trouve qu'on se retrouve des fois... On dirait qu'on s'affronte, mais en fait, je suis comme non, tu sais, c'est juste, on voit les choses différemment sur comment les discours s'organisent, tu sais. Mais ouais, ça me faisait penser à ça, ce truc de, tu sais... Est-ce que c'est... Je veux pas être capable de compléter ma phrase, fait que je reviens. J'allais dire que pour moi, l'art, tu résumes en termes d'intervention. Une intervention peut être un accomplice, servir comme complice à des termes, des relations, des conditions existantes, comme elle peut couper sur les attentes, le statu quo ou les relations existantes. Je trouve ça particulièrement pertinent dans mes expériences d'art engagé, car c'est justement les gens avec qui je travaille sur tous les plans qui m'apprennent des choses sur mes propres perceptions de qui est une artiste, qu'est-ce que l'engagement, quels sont les termes d'engagement. Notamment, je travaille sur un projet avec des travailleurs temporaires et travailleurs migrants, et la question de statut se transfère sur tous les plans, parce que si on parle de statut identitaire dans la vie, qui a accès à quoi, qui a la parole, qui a des droits de droit égalitaires, ça se transmet nécessairement dans nos relations de travail, dans nos relations artistiques, car qui est l'artiste dans ce projet et qui a droit à une culture qui est valorisée, visible dans le contexte actuel, social où on est, et de la globalisation, si on veut en parler. Donc ces migrations humaines changent, notamment les compositions culturelles, nos rencontres, les réalités, les termes sur lesquels on se rencontre, et qu'est-ce que ça veut dire donc pour ma pratique artistique, ce qui serait au service, c'est peut-être de termes auxquels j'ai eu accès en accédant à cette pratique et aux termes qui se définissent continuellement par les rencontres qui se créent. Donc une intervention au service de peut-être ma propre expérience et une autre qui couperait dans ces attentes-là. Le tour de parole de Yana Faïdé. Moi, je crois beaucoup, en fait, aux mouvements sociaux et au changement du bas vers le haut, en fait. Ça a toujours été comme ça aussi, ça n'a jamais été à l'inverse, en fait. Il y a toujours des risques à prendre de la part des mouvements, des groupes sociaux qui mettent de la pression, qui revendiquent des trucs, tout ça, puis qui changent tranquillement la société et ensuite les institutions. Ça s'est toujours fait comme ça, et je ne dis pas que ça sera toujours comme ça. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, ça fait longtemps que c'est dans ce sens-là. Les institutions, en général, sont conservatrices par définition. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Les mouvements des femmes, que ce soit les mouvements des Premières Nations, tous les mouvements minoritaires. Et moi, en tant que personne trans, c'est la même chose. Présentement, il se passe quelque chose. Je suis dans ce mouvement-là. Dans les cénacles, les universités, tout ça a été conduit. Pensons à Antonin Artaud, pensons à Nestlin, pensons à tous ces écrivains, ces écrivaines qui ont toujours référé à partir de l'histoire, qui sont des individus parce que l'individu, l'écrivain, le peintre, le musicien, il est toujours seul et il doit s'exprimer. Pensons à Varèse, pensons. Et dans tout le discours, moi, que j'entends, je sais que vous êtes des gens de grandes racines, de grande profondeur, mais il faut aller à la source de ceux qui sont passés avant nous, sans penser nécessairement que c'est Rimbaud, toujours Verlaine, toujours Blaise Cendrars, toujours tous ces gens-là qui nous parlent de partout, qui nous parlent individuellement, vers aussi des collectifs. André Breton, 2 manifestes à son actif.
le manifeste du surréalisme, on le relit aujourd'hui, on y voit toujours de la complicité, on essaie de renverser quelque chose. Hein. Et dans les universités, nous, la contre-culture, on n'y était pas. On était au Centre d'essai conventum avant tout ces maisons de la culture. On était bien avant tout ça. Et c'était... quelqu'un arrivait avec un projet, c'était une semaine, un mois sur le théâtre indépendant. On faisait ce truc-là. Quelqu'un arrivait avec une idée. Donc, c'était des cas concrets. C'était des cas concrets et des urgences. Ça coulait par là, il fallait mettre un plaster. Lorsqu'on a fait cette rencontre qui joue de l'autre côté, c'était une rencontre internationale de la contre-culture, France, États-Unis et Québec. Et là, il fallait envoyer des agents à San Francisco rencontrer les gros calibres. Là. C'était Jack Kerouac qui n'était pas là, il était décédé, mais tu avais Ginsberg, tu avais Burroughs, tu avais Ferlens Getty, tu avais toute cette mouvance-là aux États-Unis qui était... Ouais, en Wallman. Et c'est David Amram qui a fait des musiques de films extraordinaires. Donc, on a envoyé deux agents qui ont rencontré en personne ces gens-là, puis on avait besoin de ces personnes-là pour créer un momentum ici, pour essayer d'avoir aussi des subventions, avoir des moyens d'héberger les invités. Et c'était la même chose pour la France. Donc, on avait deux gros calibres qui se promenaient en France, qui se promenaient aux États-Unis, qui essayaient de greffer ces gens-là. Anne Wallman, qui apparaît dans le film, elle a 27 ans à ce moment-là. Elle vient de créer le workshop de poésie à New York. Elle est complètement inconnue. Elle arrive ici, c'est la première fois qu'elle monte sur un stage. Et le texte qu'elle a écrit à Montréal, et aujourd'hui vient d'être édité, ça s'appelle I am the speaking woman. Je suis la femme qui parle vite. Elle a écrit ce texte-là ici à Montréal. Il vient tout juste de sortir, traduit en français par les Français. Donc, pour répondre un peu rapidement à ton affaire, on n'était pas des gens issus des universités, on était tous des gens, majoritairement des gens qui venaient du Saguenay. Saguenay, c'est Arvida, Chicoutimi, Jonquière. On était des gens qui sont arrivés ici à Montréal pour un manque de communication. D'ailleurs, on n'avait pas de lieu de rassemblement. On était dans la rue. Tu sais. Donc, il fallait trouver un toit. Et à partir de ça, tout s'articule, mais avec la base historique du passé. Des gens qui sont passés avant nous autres. Nous autres, on n'avait pas tout lu, là, mais on était quand même dans un bouillonnement, tu sais, on avait des clés, on avait des maîtres, et je crois qu'ici, on avait aussi des bons maîtres. Lorsqu'on s'appropriait notre histoire, l'occupation des beaux-arts, lorsqu'on s'interrogeait qui avait essayé de questionner le système, ils étaient et elles étaient nombreuses. On pouvait les identifier, mettre des... Donc ici, des textes comme Refus global, ça n'a jamais encore été dépassé, à ce que je sache. Et ça, c'est des trucs concrets. Il faut les relire constamment. Moi, je connais des gens qui ne liront jamais ces trucs-là. Mais je pense qu'il faut partir de ceux qui sont passés avant nous. Et on remarque que c'est des individus. Comme toi aussi, dans tes paroles, je sens que puis d'ailleurs, tu nous as révélé une de tes passions, là, cette personne que tu nous as parlé. On sent beaucoup. Il faut nommer ces gens-là. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Je suis d'accord pour répondre aussi à Roméo. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Et pour parler des matraques aussi, il faut même trouver le nom des matraques. Il faut trouver tout ce qui est notre agression. Il faut nommer. Et c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec Gaston Miron, parce que Gaston nous a montré vraiment à identifier les choses, les nommer. Et lorsqu'ils sont identifiés et nommés, tu peux les dénoncer, tu peux essayer de penser à un changement. Moi, je ne suis pas toujours un changement, je ne suis pas toujours qu'aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui. Demain sera l'autre jour, mais aujourd'hui est très important dans un jalon. Donc, si je prends la parole, c'était pour vous dire ça. Beaucoup sont morts de fatuité, mais beaucoup sont venus aussi avant nous. Beaucoup nous ont parlé. Moi, je parle Nancy Cunard, c'est une des grandes personnes que toi, je serais ravi de découvrir ça. Elle a fait la première anthologie nègre, et c'est une blanche. Hein? C'était la première à faire au monde, cette anthologie-là. Elle a été déshéritée par la famille Cunard. Elle a été mise au bâtelet. Ils l'ont presque électrocutée, là, tellement elle les a dérangés. Et toute sa vie, elle a fait ça pour le peuple qu'elle aimait, les gens qu'elle aimait. Elle aimait et c'est une blanche. Et Nancy Cunard,
J'ai malheureusement perdu ma copie, mais je vous le recommande. Je vous recommande ça. Puis, dans vos interventions, moi, j'aimerais ça entendre aussi des choses que vous aimez, comme des personnes qui semblent pouvoir changer la vie, puis changer le monde. Puis, les universités, on avait publié un catalogue aussi, je tiens à le rappeler, qui s'appelait le catalogue de l'ATEM, qui proposait 175 travailleurs et travailleuses culturelles que tu pouvais rejoindre par l'association qu'on avait créée, qui s'appelait l'ATEM. Donc, les gens voulaient avoir des informations, comment on fait une sculpture, comment on fait un livre, comment on imprime un livre, comment on fait un film. Nous, on envoyait des conférenciers. On avait trouvé un barème, là, et les gens se présentaient. Puis moi, je suis allé, à l'époque, rencontrer des étudiants des universités, des cégeps. Et par notre entreprise, on avait brisé un peu ce mur-là, comme tu dis, les journaux, tout ce qui est de la vétille, dans le fond, mais c'est le quotidien qui te matraque, parce que dès que tu l'as identifié, à chaque fois, eux autres, ils s'épaississent. Eux autres, à chaque fois, ils deviennent plus transparents, plus ci, plus ça, puis tu deviens noyé dans tout ça, dans toute ta fougue, tout ça est lavé. Radio-Canada est encore plus Canada, etc. C'était les mêmes chaînes. Moi, j'ai eu des films qui sont présentés, qui ont été vendus à la télévision, et des gros montants, là. Aujourd'hui, je les cherche, ces films-là. Eux autres qui les ont achetés, ils ont effacé le tape, là, puis ils l'ont payé cher, ce tape-là, puis ils l'ont effacé. Moi, je veux le revoir. Ah, on l'a effacé. Tu n'avais pas mis... dans ton formulaire, oui, je veux revoir mon film, je ne l'avais pas mis. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Mais n'empêche que c'est toujours à démonter. Puis moi, je dis, on a eu des bons maîtres. Moi, je dis, il faut revenir à nous autres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Il y a des gens comme Jean Gauguin-Larouche, je vous donne un nom, le Jean Gauguin-Larouche, c'est notre Goya, ça. Personne ici connaît ça, autour de la table. Peut-être Christiane, peut-être d'autres. C'est notre Goya, ça. Puis ils ne savent même pas, puis il est déjà décédé, ça fait 20 ans, Puis ils ne savent même pas que c'était lui. Aujourd'hui, Goya, tu payes sur le piton, tu as un diaporama formidable. Tu vois comment il faisait ses cauchemars, comment il faisait ses peintures. Aujourd'hui, notre propre histoire, moi j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours eu des bons maîtres. Moi, j'ai eu des bons maîtres. Raoul Duguay, c'était un chum, on allait à l'école ensemble. Donc, tu sais, j'y rappelle des souvenirs, je suis seul à pour, etc. C'est ça, la fragilité de vivre. Et puis de dire que on n'est pas seul, mais on a une histoire très riche, très profonde, et on a des maîtres. Bravo d'en avoir fait partie. Oui, on a des maîtres, et puis moi, c'était une de mes clés, parce que les universités, c'est formidable. C'est formidable, c'est un véhicule, je disais tout à l'heure, tous les outils sont là, tout est là pour la main sur le détonateur, tout simplement. La main sur le détonateur. Il ne faut pas beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, une poignée comme nous autres, on pourrait le faire sauter. On pourrait faire sauter quelque chose, visible ou invisible, peu importe. C'est la vie, c'est un enfant qui va naître, un enfant qui est un vieux qui part, un enfant qui arrive. C'est la célébration, puis c'est la vie, et la création, c'est un véhicule extraordinaire pour aller partout. Pour aller partout, puis s'amuser, questionner, épeurer, on peut faire de tout. On peut laver les cerveaux, on peut faire n'importe quoi, mais on peut quand même les affronter. On peut les affronter. Christiane a été gazée à la Victoriaville, puis elle a un œil qui est menacé actuellement. On va-tu faire un procès? On passerait notre vie à pas dormir à faire un procès. Donc, on essaye d'oublier ça, mais la douleur est là pareil. On était dans le moton du gazage, parce que nous, on était contre les éoliennes. On a fait un film qui s'appelle Les Pales du Mal, qui a été présenté en Belgique, là-bas, dans une section qui s'appelle Crime contre l'humanité. Pas crime contre nature, OK? Et nous, on a appelé le film Les Pales du Mal, parce que ça va avec Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Les Pales du Mal. Et puis, lorsqu'on est arrivé à cette manif-là, à Victo, nous autres, c'était avec nos pancartes encore, non aux éoliennes, en milieu habité, non de nous enfoncer ça dans la gorge, Moi, c'est ça que je parlais, c'est des cas concrets, Et le Centre d'essai Conventum, nous autres, c'était une gang, on était des activistes, qu'est-ce que tu veux, Duchesne rentrait en studio, il faisait un disque, Plume Latraverse faisait un disque, Pierrot Léger écrivait un livre, François Sullivan faisait un ballet. C'était tout concret, on avait des noms, les gens étaient nommés, et c'était l'explosion totale. Moi, Pierre Gauvreau, j'ai travaillé avec Denise Boucher, etc. Je me tais. Merci. Je me tais. Donc, il est rendu un petit peu après 2 heures. Sur le tour de parole, il y a moi, il y a Kobe, il y a Rachel, il y a Elena, il y a Jean, il y a Yana. Peut-être que ce que je proposerais, c'est qu'on passe
tour de parole-là. Sacrément. Parce que ça va déjà être beaucoup. C'est Puis un peut-être bout, qu'après, ça. on fasse un tour pour terminer. Si jamais il y a de l'énergie continue, on verra. Mais ce serait ma proposition. Puis ensuite, on peut continuer à discuter en informel entre nous dans le grand plaisir. Dans le plaisir de la création. Dans le plaisir de la création. Il y avait la période de création. Potentiellement. Je vais laisser la parole à Kobe, puis je reprendrai mon tour un peu plus tard. Je vais essayer de garder ça court parce que moi aussi, je vais devoir me désister. Je reviens juste à mes projets, donc, et cours d'apprentissage et cette relation entre un événement ponctuel et des relations, des collaborations qui sont créées dans le temps, dans le continu. Pour moi, il y a une différence entre montrer quelque chose et donc les termes dans lesquels il est présenté et l'outillage. Wow. Montrer ce qu'on montre finalement. Comme je trouve souvent avec les institutions, une proclamation, que j'ai vécu en tant qu'artiste, comme je le vis dans les ressources disponibles pour les projets, c'est d'où vient le leadership et qui participe au design et à la conception du projet. Et je dirais que les expériences les plus enrichissantes, personnelles et qui me poussent à continuer dans cette voie, c'est justement quand le leadership, la direction viennent des participants et que ça soit la direction pour une institution, que ça soit la direction pour une communauté, mais l'art le plus intéressant, les projets, la parole qui est le plus bouleversant pour moi, c'est dans les